Bienvenue sur openboxtv.fr, une nouvelle émission avec Alain Juillet, toujours très intéressante. Alain, bonjour. Bonjour Claude. Vous allez bien? Ça va très bien et on va faire une très bonne émission. Voilà, je vous laisse présenter le sujet et votre invité. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous allons traiter du problème de la cyber en partant bien sûr de la guerre en Ukraine, la guerre cyber sur l'Ukraine, mais en essayant ensuite de l'élargir parce que le problème c'est l'inclusion de la cyber dans la guerre totale et aussi bien pour les États que pour gérer les groupes criminels puisqu'ils ont aussi beaucoup d'importance. Alors, pour pouvoir échanger sur ce domaine qui est quand même très pointu et sur lequel il faut maîtriser parfaitement, j'ai demandé à mon ami Bernard Barbier, qui est l'ancien directeur technique de la DGSE, donc qui mieux que lui connaît ces problèmes, et qui en plus est académicien à l'Académie des technologies. Donc là, je crois qu'on va avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle. La première question que je voulais poser à Bernard, c'était de savoir... En définitive, on pourrait se tutoyer parce qu'on se connaît depuis toujours, ce sera plus facile. Est-ce qu'on est dans cette guerre totale, est-ce qu'en définitive, ce qui se passe en Ukraine n'est pas une version plutôt soft, d'après ce qu'on voit, de ce qu'on pouvait craindre? Pour moi, je pense qu'il faut élargir même à ce que j'appelle une guerre de l'information, qui est plus générale que la cyber. On voit bien qu'il y a une vraie guerre de l'information des deux côtés. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'utilisation finalement de ce qu'on appelle l'OSINT, disons l'information ouverte, qui est omniprésente et qui est due au fait que tout le monde a un téléphone portable. Et le dernier exemple qui est incroyable, c'est juste avant que le cuirassier Moskova coule, il y a sur les bateaux qui sont venus le sauver, il y a des gens qui ont utilisé leur téléphone portable, donc des militaires russes. Bon, visiblement, la discipline n'est plus ce qu'elle était, et qui ont publié, malgré la censure russe, quelques images qu'on voit, et on voit le navire se pencher dangereusement, un incendie majeur, on voit que la mer est totalement calme. Ah, elle est calme. Totalement. Alors qu'il a été dit que la mer était démontée. Non, la mer est totalement calme, donc c'est pas la mer agitée qui a coulé le navire, c'est les missiles ukrainiens. Et on voit bien que cette information qui a essayé de censurer Moscou n'a pas réussi. Et parce qu'actuellement, l'utilisation des réseaux sociaux, l'usage généralisé des téléphones portables, c'est un fait. Et dans une guerre maintenant totale comme on a, la guerre de l'information, elle est aussi une guerre totale. Un autre point, par exemple, les soldats russes ont volé plein de téléphones portables Apple, donc des iPhones, et même aussi des iPods, donc des écouteurs. Il faut savoir que maintenant, tous ces systèmes sont géolocalisés et géolocalisables. Et donc, on peut suivre ces soldats russes pilleurs, on peut les suivre maintenant, parce qu'ils ont oublié que ces outils les géolocalisaient. On est vraiment dans une évolution majeure de la guerre de l'information qui est incroyable, en fait. Et la question qui se posait, c'était est-ce que les groupes criminels russes qui travaillent, comme Fanzibir, Kozibir et les autres, qui travaillaient pour des services russes, est-ce qu'ils sont au chômage ou est-ce qu'ils ont changé d'approche? Parce que ça semble quand même un peu différent. Moi, je n'appelle pas ça des groupes criminels, j'appelle ça des mercenaires, en fait. Oui, c'est vrai que c'est plus exact. Des corsaires, allez. Des corsaires. C'est plus gentil. Parce que je pense que il est difficile pour l'administration russe d'embaucher des experts cyber à des salaires convenables. Donc, ils utilisent des corsaires. Non, ce qui est surprenant, c'est qu'on pouvait s'attendre à des actions offensives cyber russes préventives qui, en fait, n'ont pas eu lieu. Les actions qu'il y a eu contre l'Ukraine ont été finalement d'un niveau assez faible. Alors, ce qui est clair, c'est que les Américains ont changé de stratégie. Visiblement, ils connaissaient la date du 23 février et donc ils ont préparé la NSA, les experts cyber-étatiques américains, à l'aide des entreprises américaines, sont venus durcir les systèmes critiques ukrainiens pendant 2-3 mois. Et puis, visiblement, ils l'ont dit clairement que ça a fait rater les attaques russes. Et puis, quelque chose de très récent, en fait, c'est il y a 15 jours, et c'est pareil, c'est très étonnant que les Américains aient communiqué.
ils ont dit ouvertement, hein, donc c'est Anne Nomberger qui est la représentante de l'experte cyber venant de la NSA, conseillère de Biden, qui a dit que les Américains ont lancé une opération offensive pour détruire les implants qu'ils avaient détectés. Hein, donc des implants, c'est des malwares qui sont implantés dans des infrastructures informatiques critiques d'un pays pour exploser au moment où on veut que ça explose. Et donc les Américains, visiblement, ont suivi toutes les opérations russes d'introduction de ces implants et ils les ont fait sauter, entre parenthèses, avant que les Russes les utilisent. Les Américains, ils ont fait beaucoup de choses parce que, par exemple, je lisais l'autre jour que Elon Musk aussi a dit, parce qu'ils avaient des problèmes, les Ukrainiens avaient des problèmes de liaison radio. Oui, parce que le satellite qui a été utilisé pour ça dans les drones turcs, c'était un satellite commercial, donc et du coup, il n'y avait plus de liaison. En fait, les Russes ont lancé une cyberattaque contre les modems, hein, ce qu'on appelle les modems, c'est les boîtiers terminaux, qui n'étaient absolument pas protégés. Et donc, ils ont détruit le logiciel de ces modems, ce qui fait qu'il faut les réparer un par un, donc ce qui prend un temps fou. Et donc, Elon Musk a donné des terminaux. C'est ça, de Starlink. Et donc, il a donné des milliers de terminaux aux Ukrainiens qu'ils utilisent dans leurs drones. C'est ça, pour pouvoir travailler. Et les Russes... Alors, ont engagé des énormes moyens de guerre électronique. Hein, donc on voit des camions gigantesques qui servent à brouiller les GPS. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en faisant évoluer le logiciel, donc les équipes d'Elon Musk ont réussi à contrer ce brouillage du GPS, et simplement en une journée. Alors d'ailleurs, ça a étonné énormément le Pentagone américain, parce qu'ils se sont dit, mais regardez, une entreprise privée, ce qu'elle sait faire, nous, on aurait mis 6 mois à faire bouger nos systèmes, alors que regardez, donc ça pose beaucoup de questions sur finalement les usages de technologies civiles dans des systèmes militaires. Oui, et là, dans le fond, c'est une forme de guerre totale. Si on se met à utiliser les civils pour suppléer aux militaires dans des opérations d'action offensive ou défensive, on est dans la guerre totale. L'exemple, il y a un très bon exemple, c'est que visiblement les systèmes de télécom russes sécurisés, en France on a ce qu'on appelle le PR4G, etc., très sécurisés, ne fonctionnaient pas en Ukraine. Et donc les Russes, l'énorme colonne de 60 km là, qu'on voyait qui arrivait sur Kiev, a dû utiliser des téléphones portables ukrainiens pour communiquer. Ce qui fait que les Ukrainiens ont écouté les communications. Ils utilisaient des talkie-walkie japonais, américains, là, des trucs qui valent 10 €, donc du commerce en fait, hein, et pour communiquer, vous voyez. Donc ça montre qu'on est dans un conflit traditionnel, mais aussi technologique, et que finalement la séparation entre civils et militaires devient vraiment très très faible. Mais derrière tout ça, est-ce qu'on a vu dans les pays européens, est-ce que toi tu as eu des informations sur le fait est-ce qu'il y a eu plus d'attaques faites par les Russes sur les pays européens qu'avant, ou ça s'est maintenu au même niveau, parce qu'ils se concentrent avec leurs moyens et leurs problèmes, semble-t-il, sur l'Ukraine? Que ça aussi, on pouvait se demander si avec tout ce qui se passait... Ce que je pense, c'est que de façon anticipée, les Russes étaient tellement sûrs de gagner qu'ils n'ont pas lancé de grosses attaques, en sachant que c'est compliqué de lancer des grosses attaques. Mais ce qui est clair, alors je ne sais pas, est-ce que c'est de la désinformation, mais une publication de la NSA, disons de l'ANSI américaine, mais aussi britannique et australienne, en disant qu'ils ont détecté des préparations d'énormes cyberattaques venant potentielles des Russes. Donc, les Américains, les Britanniques et les Australiens, disons les Five Eyes, disent, il va, dans les semaines qui arrivent, les Russes vont provoquer des grosses cyberattaques contre des infrastructures critiques, contre les entreprises. Mais moi, je pense que... Alors, je ne sais pas si je suis pessimiste, mais je pense que les Russes ont montré une extraordinaire capacité technique dans l'opération SolarWinds, je sais pas, pour ceux qui a été une opération qui a beaucoup surpris les Américains, dont Microsoft. Donc Microsoft a été une des grosses victimes. D'ailleurs, le PDG de Microsoft, peut-être pour se défendre, a dit, mais vous vous rendez compte, c'est des milliers d'ingénieurs
qui ont travaillé pendant plusieurs années pour préparer cette opération. Donc les Russes ont montré leur savoir-faire, et je pense qu'il faut s'attendre à ce que ce savoir-faire, on le subisse dans les semaines qui viennent. Ça va être intéressant de voir comment les Russes vont utiliser l'arme cyber contre l'Occident, contre les Américains et l'Europe, en sachant que Biden a été très clair quand il y a eu l'attaque contre Colonial Pipeline. Oui. Il a dit, attention, donc les Américains avaient oublié de légiférer sur les OIV, comme on a fait en France, puisqu'ils n'aiment pas légiférer, donc les opérateurs d'importance vitale. Donc Biden a dit, attention, voilà, il y a 12 domaines critiques qui sont en fait nos OIV en France. Et si ces infrastructures critiques sont attaquées, il peut y avoir une réponse militaire à ces attaques cyber, en fait. Donc en définitive, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on est en train de rentrer, on va peu à peu, on traverse cette guerre totale en Ukraine, entre l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et l'Europe, qu'on est tous, plus ou moins à des degrés divers, on est tous concernés, est en train de se construire aussi une espèce de traité ou pour l'utilisation de la cyber, de jurisprudence, dans ce concept de guerre totale au niveau du cyber. Ouais. Alors, la Biélorussie, elle, a subi des conséquences, puisque visiblement alors on ne sait pas, entre sabotage des cheminots biélorusses qui étaient contre cette guerre et attaques cyber, parce que l'infrastructure en Biélorussie peut être protégée, mais il y a eu quand même des trains complets avec des tanks russes qui ont été bloqués pendant plusieurs jours et qui ne sont pas arrivés à temps sur le front, en fait. D'ailleurs, entre parenthèses, mais ça c'est juste un commentaire à côté, mais on parle effectivement, on dit toujours il y a des morts partout, on parle toujours des civils. On oublie de signaler également que les Russes ont énormément de morts, les Ukrainiens aussi. Les Ukrainiens, peut-être avec l'aide d'autres, ont réussi à voler l'identité de 150 000 soldats russes, avec les photos et tout. Donc ils diffusent ces informations-là. L'armée ukrainienne utilise énormément la reconnaissance faciale. Oui, donc ils prennent en photo les cadavres et donc ils identifient la personne en disant bah oui. Et donc ils envoient l'information après sur les réseaux sociaux en disant un tel a été tué. Et ils téléphonent à la famille en disant voilà. Donc il y a une utilisation aussi par les Ukrainiens de cette guerre de l'information. C'est des domaines qui jusqu'ici étaient totalement inconnus. On voit bien que les choses, la guerre est en train de changer de forme. Ça, c'est très clair. Et alors, par contre, en ce qui concerne le cyber, il n'y a aucune limite pour le moment. Non. Actuellement, il n'y a pas de limite. On peut faire ce qu'on veut. Alors, les Russes ont dit que si leur satellite était attaqué, là, ça pouvait être très grave. Ça pouvait devenir grave, oui. C'était très grave. Donc, ne pas mener des attaques cyber contre les satellites. Sur les câbles, moi, je suis intervenu plusieurs fois. Ces fameux câbles sous-marins, effectivement, qui pourraient être coupés par les Russes, puisque les Russes auraient un ou deux sous-marins équipés pour faire ça. Couper les câbles, hein, oui. Pareil, est-ce que si c'est les Russes... Alors, pour l'Europe, il y a à peu près 30 à 40 câbles importants. De par la technologie de l'Internet, on commencerait à être touché s'il y avait 10 ou 15 câbles coupés. Oui, parce qu'on peut basculer d'un câble sur l'autre. Pratiquement, les routeurs, le trafic est reparti ailleurs. Et ce qui serait intéressant, c'est que si déjà 2 ou 3 câbles sont coupés, donc il y a quelques câbles très importants, on détectera immédiatement qu'ils sont coupés. Quelle sera la réaction de la communauté internationale? Exactement. Moi, je pense que les Russes, pour la plupart, sont des câbles de sociétés privées en plus. Et puis qui sont on n'est pas en train de toucher un domaine purement militaire, on est dans les câbles privés. Ils sont dans des zones internationales où il n'y a pas vraiment de loi. On ne connaît pas le statut de ces câbles. Ils sont des câbles privés en fait. On voit bien qu'on est de tous les côtés, on est en train de rentrer dans autre chose. Et en définitive, il va falloir il y a un travail de fond à faire ensuite. Bon, même si la guerre dure, il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on fasse un constat de tout ce qui s'est passé, et ensuite de voir un petit peu, pour chacun des éléments identifiés, comment on peut y répondre. Moi, je pense que sur la maîtrise de l'information et la guerre de l'information et la cyber, on voit bien que c'est devenu des éléments extrêmement importants des conflits du futur, de ce conflit et du conflit du futur. Et
Et moi, ce qui me pose beaucoup de questions, c'est sur la maîtrise de l'Europe de cet outil. On voit bien que les Américains, actuellement, sont les seuls à vraiment maîtriser. Bon, l'OTAN cyber n'existe pas, c'était un échec, parce qu'en fait, c'est pas l'OTAN cyber, c'est la NSA cyber. En fait, il n'y a pas d'OTAN. Vraiment, les Américains n'ont pas accepté de partager avec les autres pays. C'est clair. Donc maintenant, je pense qu'il faut absolument que l'Europe devienne indépendante et autonome dans ce domaine de la cyber et de la guerre dans l'information. Bon, ce qui pose beaucoup de difficultés avec notre dépendance du numérique américain ou chinois, mais c'est fondamental. Il y a un exemple qui n'a rien à voir, mais c'est sur les drones. On voit bien que la technologie drone est fondamentale dans cette guerre. Bon, c'est une technologie low cost, ça ne coûte pas cher un drone. C'est les Turcs qui font la percée avec les mêmes drones qu'ils ont utilisés pour l'Arménie. Alors, donc et c'est un sujet où la France s'est complètement ratée. Oui, ça c'est clair. Voilà, et donc on n'en a pas. On a tendance quand même, nous, à faire la guerre du passé, pas la guerre du futur. Je suis désolé, mais malheureusement, là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais et sur la cyber, je ne voudrais pas qu'on fasse la guerre du passé et qu'il faut qu'on prépare la guerre du futur. Je crois que c'est un peu là-dessus qu'on peut conclure cette réunion, parce que, en définitive, on voit bien que le cyber est essentiel au niveau de cette guerre, et avec toutes ses implications et au niveau européen. Que si on veut avoir une chance de s'en sortir, il faut qu'on soit indépendant dans ce domaine au niveau des Européens. C'est sûr que, vu la forme actuelle que prend la position européenne par rapport à la guerre en Ukraine, on n'est pas parti pour avoir une indépendance, malheureusement. Et donc, il y a de quoi s'inquiéter, parce que sans indépendance cyber, on voit bien que dans la forme nouvelle de conflit qui est en train de se mettre en place, eh bien, on a peu de chances, en définitive, d'arriver à aller au bout victorieusement, je dirais. Donc c'est un vrai problème, mais sur lequel on n'a pas fini de réfléchir. Malheureusement, je pense que les grands perdants de ce conflit, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais il faut espérer que ça se termine rapidement. Ça va être l'Europe et la Russie. Oui, c'est clair. Et les deux gagnants, ça va être les États-Unis et la Chine. Oui, ça, c'est clair. En sachant qu'on a parlé de la maîtrise de l'information par les Américains, mais il faut aussi parler de la maîtrise de l'information par les Chinois. Oui. Et donc, on va se retrouver, nous, face à deux blocs super dominants. Et donc, notre dépendance sera quasiment totale. Totale. Alors, moi, j'ai travaillé aussi dans les puces. Et je pense que ce qui est en train de décider l'Europe sur les puces, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est extrêmement important, positif. L'Europe va investir 100 milliards pour avoir une filière européenne de fabrication de puces de très haut niveau, grâce à ce qu'on sait faire en France et dans d'autres pays, en Hollande. Je pense que le commissaire Breton a été très actif pour cette décision. Donc, les puces, alors c'est clair que le marché automobile du futur va dépendre énormément du marché des puces. Et donc, les Allemands là-dessus ont un intérêt énorme. Et donc, ça a beaucoup aussi poussé à cet très gros investissement européen. Mais je pense qu'il faudrait aussi que l'Europe investisse globalement dans le numérique, plusieurs centaines de milliards. Parce que moi, j'ai très très peur qu'après, quand cette guerre sera finie, l'Europe sera peut-être très affaiblie par rapport aux deux qui vont gagner, c'est la Chine et la Russie et les États-Unis. Et sur les États-Unis, moi, je suis absolument pas pro-américain. J'ai énormément travaillé avec les Américains, mais je pense que c'est un pays. Je veux dire, on n'a pas d'amis, on a des alliés. Oui. On connaît bien, on a travaillé nous dans des domaines où on sait bien, on connaît le fond des choses. Et je pense que chaque pays ne regarde que ses intérêts propres. Il n'y a aucun cadeau qui est fait. On voit bien que les Américains sont en train de rafler tous les marchés des futurs avions par le F-35. Et on peut beaucoup se poser de questions. Je veux dire, il y a une guerre économique contre la Chine, oui, mais contre les États-Unis aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et le numérique, pour maîtriser cette guerre, le numérique est fondamental. Voilà. Exactement, je crois qu'on peut conclure là-dessus. C'est qu'on voit bien que dans ce conflit dans lequel il n'est pas terminé, et qui est un conflit multifacette, parce qu'on parle de l'Ukraine et de la Russie, mais il y a plein d'autres problèmes qu'on vient d'évoquer. En finale, si on ne maîtrise pas le côté cyber, alors là, on n'a aucune chance de pouvoir gagner la guerre. Je crois que là-dessus, c'est une bonne conclusion pour
cette très intéressante, et merci Bernard, très intéressante discussion. Bah écoutez, merci à tous. Ce qui est intéressant dans ces émissions, c'est qu'on creuse, et on découvre toujours des thèmes, on les garde en tête pour les prochaines émissions. Vous pouvez retrouver Openbox TV et nos émissions sur l'ensemble des réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et vous y trouverez des informations exclusives et des événements à venir qui, j'en suis sûr, vont vraiment vous intéresser. Merci et à bientôt.